Merci beaucoup. Donc, en introduction, pour ce premier panel de la journée, les organisateurs avaient très bien conçu le programme en offrant finalement deux exemples qui étaient assez radicalement opposés. Et malheureusement, Jérôme Delatour est souffrant. Il m'a appelé très tôt ce matin pour vous prier d'excuser son absence. C'est d'autant plus dommage que Jérôme Delatour, qui est archiviste paléographe et au départ historien du livre du XVIIe siècle, est conservateur à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art depuis 20 ans, et depuis 20 ans a pris en charge le fonds photographique de l'ancienne bibliothèque d'art et d'archéologie, donc le fonds photographique initial voulu par Jacques Doucet, et dont le premier conservateur a été justement Clotilde Brière-Mime. Donc Jérôme était vraiment le mieux placé pour nous présenter ce couple tout à fait unique qu'ont formé Gaston Brière et Clotilde Brière-Mime, sachant que Clotilde Brière-Mime, qui peut paraître dans la présentation de ce couple, qui est un couple peut-être avec le mari conservateur au château de Versailles, un couple un petit peu traditionnel, inscrit dans la société de son temps, recevant régulièrement, et en fait un exemple tout à fait intéressant, puisque Clotilde est la fille de la pionnière féministe Jeanne Mime, a un caractère très fort, et elle va suivre sa route avec une sorte d'inflexibilité absolument unique, puisque très jeune, elle décide de faire des études d'histoire de l'art, et elle décide également qu'elle épousera un historien de l'art plus âgé qu'elle, c'est son plan. Et dans un premier temps, elle est promise à Roger Marx, qui malheureusement décède, et c'est pourquoi elle va ensuite épouser Gaston Brière. Et Jérôme, qui non seulement marche depuis 20 ans dans les traces de Clotilde Brière, et en tant que conservateur du patrimoine, on sait comment, quand on est en poste dans un établissement, on a une sorte de connaissance littéralement intime, non seulement des collections, mais aussi des méthodologies qui ont été celles de nos prédécesseurs. Eh bien, donc Jérôme, qui a une parfaite connaissance des archives de l'un et de l'autre, et aussi de leurs archives collectives, se proposait de vous expliquer, de vous montrer comment, alors qu'ils étaient vraiment un couple tout à fait fusionnel dans la vie privée, dans la vie sociale, ils ont conservé chacun leur propre route dans l'histoire de l'art. Et notamment Clotilde Brière-Mime était spécialiste de peinture hollandaise du XVIIe. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a gardé cette spécialité. Alors peut-être que Gaston Brière, puisqu'elle l'a connu alors qu'il était conservateur au musée du Louvre, effectivement a eu des échanges avec elle sur cette question, mais en tout cas, ils ont gardé chacun leur spécialité. Et d'ailleurs, elle a gardé aussi, de la même manière dans son activité professionnelle, une forme de dédicace à Jacques Doucet et à l'institution de Jacques Doucet, puisqu'elle a légué, non seulement elle a consacré toute sa vie à la bibliothèque, au fonds photographique, à d'autres fonds également, mais elle a légué à sa mort un immeuble de rapport qui lui venait de son père, et afin que, comment dire, les subsides venant de cet immeuble de rapport étant de nos jours encore, un support financier important pour la bibliothèque et ses acquisitions. Alors, lorsque j'ai eu Jérôme assez longuement au téléphone lundi, je lui demandais, mais parce qu'on sait, on le sait d'après les archives, que Clotilde a été atteinte assez jeune d'une cécité. Et donc, la question se posait de savoir comment elle avait poursuivi ses travaux compte tenu de ce handicap. Et je lui disais, bon, voilà, est-ce que tu as pu déterminer, d'après les archives, si quelque part il y avait pu y avoir une collaboration, cette fois-ci de Gaston au chevet de Clotilde, et nous attendions la réponse. Il devait à nouveau consulter les archives hier, nous attendions la réponse pour ce matin. Donc encore une fois, je vous présente ces excuses et j'espère sincèrement que Jérôme Delatour pourra
rejoindre les travaux, puisque c'est une première journée expérimentale et que certainement elle sera suivie d'autres travaux. Alors pour l'instant, j'ai le plaisir de vous présenter Olga Vassilieva-Codonnier, que j'ai connue sous d'autres auspices, mais qui est docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Elle a soutenu en 2017 une thèse sous la direction de Michel Pastoureau sur l'iconographie de fortune du XIe au XVIe siècle. Et évidemment, Olga, par ses nombreux articles, ses contributions, vous est surtout connue comme spécialiste d'iconographie, spécialiste notamment des emblèmes, des devises. Pour autant, elle a eu une première vie sur un domaine que nous avons en commun, qui est le textile, qui est un domaine qui méthodologiquement pose un certain nombre de questions et qui est une très bonne école en fait de formation. Et elle continue aussi à donner un certain nombre de travaux sur le textile, mais pas tellement d'un point de vue matériel, qui est vraiment celui sur lequel je travaille au sein de l'INH1, mais plus sur la question évidemment des couleurs à travers les livrets. Aujourd'hui, elle va nous parler d'une grande figure et de son épouse, une figure, Pierre Courcel, qu'elle a rencontrée au cours de ses travaux de doctorat et auquel elle a consacré un important colloque en 2018 pour essayer de témoigner de l'importance de l'œuvre de Pierre Courcel et de son héritage. Colloque dont les actes vont être publiés, sont actuellement en cours de publication et sortiront en décembre 2020 sous l'égide de l'Institut d'études augustiennes. Donc elle va aujourd'hui nous parler de Pierre Courcel et de son épouse Jeanne et de la manière dont il y a eu dans ce cas, qui était donc semble-t-il assez différent et contrebalançant l'exemple des Brières, une écriture à deux mains. Olga, c'est à toi. Merci. Ça fonctionne? C'est bon? Donc, voici. Oui, j'ai l'impression que. Voici une photo du mariage de Pierre Courcel et Jeanne l'Admirant. Nous sommes en 1937. Jeanne a 28 ans, Pierre en a 25. Ils se sont rencontrés 12 ans auparavant à Rome dans la salle de lecture de Biblioteca Apostolica Vaticana. Jeanne est boursière à l'Institut historique belge de Rome. Pierre est membre de l'École française de Rome. Tous deux partagent la même passion pour les textes et les images de la fin de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge. Si leur communion intellectuelle, pour reprendre les termes d'un de leurs proches, fut immédiate et dura toute leur vie, ce n'est pourtant pas que dans les années 60 que les époux Courcel trouvèrent le temps d'écrire ensemble des livres qui tous traitent d'iconographie. Revenons sur la formation de Pierre Courcel. En ce début des années 30, sa double formation de chartiste et de normalien ne le destinait guère à s'intéresser à l'histoire de l'art. Alors qu'il était encore au seuil d'une brillante carrière de philologue, deux circonstances concomitantes le poussèrent dans cette direction inattendue. La première circonstance fut sa nomination comme membre d'une école française de Rome, dont le directeur était alors le fondateur des études françaises d'iconographie médiévale, lui-même l'immense Émile Malle. La figure du grand historien d'art français peut se repérer sur cette photographie qui date des années romaines de Courcel. J'ai dépouillé des différentes archives, donc j'ai trouvé dans le fond d'Émile Malle à l'Institut. Tout à droite de l'image se tient un jeune et beau Pierre Courcel, tandis qu'au centre, l'on reconnaît un Émile Malle déjà vieux. Malle est né en 1862 et Courcel en 1912. Ils ont 50 ans d'écart. Entre les deux hommes prend place Gilberte Émile Malle, la fille d'Émile Malle. Pour le jeune Courcel, le passage à l'école française de Rome fut important à plus d'un titre. Ainsi qu'il écrit dans une lettre rédigée à Orléans peu après son retour en France et datée du 2 octobre 1936, Courcel garde, je cite,
en souvenir reconnaissant de cette école française de Rome. Il adresse ses remerciements sincères à celui qui avait dirigé avec une si souriante indulgence ses premiers travaux. Il faut dire que Émile Malle était réputé pour la liberté bienveillante qu'il accordait au jeune esprit qui lui était confié. Voici ce qu'écrivait de son côté le vieux savant à propos du mémoire de sortie de Jean Courcelles, un mémoire qui s'intitulait « Un foyer de culture au XVIe siècle, le monastère de Cassiodore et sa bibliothèque ». Pierre Courcelles a fait preuve de savoir et de pénétration d'esprit. C'est l'œuvre d'un philologue, mais il aspire à être autre chose encore. Il voudrait devenir un historien des idées. Les études très précises et souvent très minutieuses qu'il a entreprises à l'école française de Rome sur Boèce et sur Cassiodore ne sont dans sa pensée que les travaux d'approche. Il se propose en effet de consacrer sa thèse à un sujet de haute portée qui s'intitulera « Le déclin de la culture grecque en Occident ». Le titre fut nuancé et précisé par la suite, devenant finalement les lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore. Le séjour à Rome de Pierre Courcelles lui permit de s'initier aux fouilles archéologiques. Donc on a dans le contexte d'école française. Mais en Afrique du Nord, donc les fouilles en Afrique du Nord et pas en Italie, puisqu'en cette époque de fascisme triomphante, les étrangers étaient interdits des fouilles sur le territoire italien. Pour donner une idée des mentalités et des suspicions généralisées qui régnaient alors, on pourrait rappeler qu'Émile Malle avait interdit à sa fille de passer sous les balcons des Palazzo Venezia où résidait Mussolini et qu'il lui avait aussi interdit de mentionner le nom de Duce lorsqu'elle était hors de l'école française de Rome. On ne savait jamais, il y avait des espions partout. Ce fut donc dans la région de Tébessa, à la frontière d'Algérie et de la Tunisie, que Pierre Courcelles s'initia à l'archéologie, à l'occasion d'une campagne de fouilles qui permit de remettre au jour les restes de la plus ancienne basilique donatiste alors connue. Toujours dans le domaine d'archéologie, mais cette fois-ci de manière plus théorique que pratique, c'est de son propre chef que Pierre Courcelles entreprit de déterminer le site de Vivarium, le monastère que Cassiodore avait rendu célèbre. À l'époque, si l'on savait que le monastère était situé en Calabre, on en ignorait encore la situation exacte. C'est en recoupant ingénieusement des sources de différentes natures que Courcelles parvint à retrouver l'emplacement de Vivarium. Voici ce qu'il a écrit à ce sujet dans un article de 1938. De fait, nous croyons pouvoir déterminer avec certitude les lieux où s'élevait le monastère de Cassiodore en confrontant 4 sortes de documents qui tous concordent. Les textes de Cassiodore lui-même, la miniature qui orne l'un de ces textes, la topographie et la toponymie actuelle. Enfin, les documents d'ordre archéologique. Une telle démarche, à l'époque, n'était pas courante. Certes, Pierre Grimald, dans son travail sur les jardins dans le Rome antique, devait lui aussi opérer de la même manière, c'est-à-dire en croisant des sources de nature différentes. Remarquons-en en passant que Pierre Grimald fut un proche de Pierre et Jean Courcelles. La seconde circonstance qui devait pousser Pierre Courcelles à s'intéresser à l'histoire de l'art fut sa rencontre avec Jean l'Admirant. Comme nous l'avons vu plus haut, Pierre et Jean convolèrent en juste noces en 1937. Le couple formé par... je ne sais pas si voilà. Le couple formé par Pierre et Jean Courcelles fut extrêmement fécond. Ils ne conçurent pas moins de 8 enfants. D'un point de vue intellectuel, la production du couple Courcelles fut à peine moindre, puisqu'ils publièrent ensemble 7 livres. 6 de cet ouvrage traitent d'iconographie augustinienne, tandis que le second volume des lecteurs païens et chrétiens de Énéide passe en revue les miniatures d'une vingtaine de manuscrits illustrés de l'œuvre de Virgile. Les publications de Pierre et Jean Courcelles s'échelonnèrent sur plusieurs décennies, de 1963 à 1991. 1991, en effet, la date à laquelle parut, de manière posthume,
le dernier ouvrage de Pierre Courcelles. Il mourut en 1980. Mais c'est surtout la première date, à savoir 1963, qu'il est important de souligner, car c'est elle qui marque le début de leurs travaux communs. Il vaut de remarquer que les publications du couple Courcelles ne purent commencer qu'une fois que leurs 8 enfants eurent été élevés. Car, ainsi que le rapporte Marie Courcelles, donc j'ai essayé de contacter les enfants, et donc j'avais plusieurs rendez-vous, des interviews avec les gens qui se rappellent encore, heureusement il y a encore des vivants. Il y avait Pierre Richet qui avait 99 ans, il est décédé depuis, donné aussi j'ai fait l'interview, car ainsi que le rapporte Marie Courcelles, sa fille, la 4e de ses 8 enfants. À l'époque, une femme suivait son mari. J'ai des photos donc fournies par Marie Courcelles. Jeanne, à la naissance de son 5e enfant. Ils sont en présente 7. C'est Marie Courcelles qui tient dans ses bras le petit dernier. Le petit dernier. Et voilà, les 8 enfants au grand complet. Revenons à la période italienne des couples Courcelles. Après les années romaines, le couple s'installa à Naples en 1937, à la suite de la nomination de Pierre à l'Institut français de Naples, où il fut d'abord chargé des conférences avant d'être directeur adjoint. On voit qu'il a 25 ans, une carrière extrêmement brillante. Jean Courcelles mit à profit ce séjour italien pour faire paraître plusieurs publications d'histoire de l'art. Il rédigeait ainsi, dans le bulletin de l'Institut historique belge de Rome, dès l'année 1936, un court article qui portait sur 2 bronzes oubliés du musée Bargello, qui attribuait très justement à cette orfèvrerie mosane du XIIe siècle qu'elle connaissait bien. Dans une autre étude, Jean rendit aux artistes flamands qui les avaient conçus les illustrations des 3 manuscrits médiévaux conservés à la Biblioteca Vaticana. Elle étudia enfin les caractères mosans d'un émail conservé au Musée national de Naples dans une publication qu'elle signa pour la première fois de son nom de femme mariée. C'est dans la bibliothèque de la cité parthénopienne que son mari fit l'une des plus belles découvertes. L'une de ses plus belles découvertes, un manuscrit de Énéide rédigé en écriture bénéventine. Le grand spécialiste des bénéventines, qui était Elias Averillo, datait le manuscrit du milieu du Xe siècle. Le mérite de Pierre Courcelles consista en l'occurrence à avoir su deviner que certaines des illustrations de ce manuscrit médiéval étaient des copies assez fidèles d'un archétype qui remontait à la Rome impériale. En effet, l'un des 12 artistes qui avaient illustré le manuscrit avait recopié du mieux qu'il le pouvait les dessins du manuscrit romain qu'il avait sous les yeux. Tandis que le second artiste, lui, n'avait pas compris ou pas voulu comprendre ce que donnait à voir l'archétype romain et avait préféré donner libre cours à son imagination. À Naples, le jeune couple Courcelles menait une vie heureuse, studieuse. La famille s'agrandit d'un 3e membre, Jérôme. Mais la guerre qui menaçait obligea la famille à rentrer précipitamment en France. Une fois démobilisé, Pierre Courcelles fut d'abord nommé à Bordeaux, l'université de Bordeaux, non, avant de revenir dès 1944 à Paris. Il entra cette année-là à la Sorbonne, ainsi qu'à l'école pratique des hautes études, puis ce fut en 1952 le Collège de France, et enfin, en 1966, l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Le seul échec qui connut Pierre Courcelles fut sa candidature manquée au poste de directeur de l'École française de Rome en 1970. Alors qu'il a tous les soutiens académiques possibles et que les valises sont déjà faites, les pouvoirs publics lui préfèrent l'archéologue Georges Vallée, fata obstant. Au fil des années, la famille Courcelles ne manqua pas de s'étoffer. Comme nous l'avons vu plus haut, Pierre et Jean Courcelles eurent 8 enfants, 6 garçons et 2 filles. 12 ans durant, des années durant, Jean leur consacra tout son temps et son énergie, à l'exception d'un bref article de 1949. Il ne put se remettre à son travail d'historien
de l'art qu'au début des années 60, quand les enfants eurent quitté le toit familial ou qu'ils furent assez grands pour se débrouiller tout seuls. Jean put alors renouer avec ses chères études iconographiques. Il publia ainsi en 1962 un article sur une miniature inédite d'un célèbre manuscrit datant du début du XVe siècle, le Bréviaire de Salisbury. Paris, BNF, manuscrit latin, 17294. De son côté, Pierre Courcel avait déjà eu l'occasion d'étudier dans plusieurs de ses travaux vestiges archéologiques, numismatiques romanes, gemmes antiques ou miniatures médiévales. Par exemple, dans l'article sous-mentionné sur le site des monastères de Cassiodore, ou encore dans une étude consacrée à la symbolique funéraire du néoplatonisme latin, l'article dans lequel il se penchait, un précurseur, sur la tradition iconographique de la sirène, qui était très célèbre pour ça. Le PHE, les gens aimaient venir au séminaire sur la sirène, tout le monde témoigne aujourd'hui ce qu'il leur reste. Mais dans toutes ces études, les considérations d'ordre iconographique étaient presque toujours subordonnées à un dessin philologique plus général. Et à l'exception de l'article sur le Virgile de Naples, le grand érudit n'avait jamais encore réalisé d'études iconographiques pour elle-même. Ce serait bientôt chose faite grâce à l'impulsion décisive de sa femme. Les travaux communs des époux Courcel débutèrent de manière très discrète. En 1963, Pierre Courcel fit paraître ses Confessions de Saint Augustin dans la tradition littéraire antécédente et postérité. Mais s'il ne figure pas sur la couverture, le nom des gens peut toutefois se repérer à la page 641 de l'ouvrage. On y lit en effet, appendice 6, avec la collaboration de Jean Courcel l'Admirant, docteur en histoire de l'art, explication des planches et conclusions iconographiques. L'explication et les conclusions en question consistent en une assez longue étude iconographique, 48 pages, qui est consacrée aux différents types de représentations de la conversion de Saint Augustin qui existent. Lui fait suite une série de 54 planches d'images en noir et blanc intitulées Iconographie de la conversion, qui donne à voir les images précédemment expliquées. L'ouvrage se clôt donc, tout comme il s'est ouvert, sur les images. Car en effet, passé la dédicace à mes enfants, l'ouvrage débute par 4 pages de planches qui contiennent 5 images initiales des confessions. En d'autres termes, 5 initiales historiées ouvrant les manuscrits des confessions. Le livre, donc, je devrais avoir donc, les confessions. Le livre contient même une 6e initiale historiée, c'est celle qui est dessinée en rouge sur la couverture de l'ouvrage. Au beau milieu de la première de couverture figure un grand M qui vient traverser un Saint Augustin qui adresse à Dieu sa confession. Voilà qui rappelle les images initiales des confessions, si ce n'est que nous n'avons plus affaire à une photographie en noir et blanc, mais à une vignette à l'encre rouge qui reprend de la simplifiant l'initiale d'un manuscrit des confessions du IIe siècle. Engelbert, Stiftsbibliothèque, Codex 18. Cette première collaboration de Pierre et Jean Courcel est donc placée de Loret sous les auspices de l'image. L'année suivante, 1964, fut particulièrement prolifique, puisque Pierre et Jean publièrent 4 études iconographiques, toutes traitant d'iconographie augustinienne. Par amour d'Augustin, bien sûr, mais aussi parce que Pierre et Jean Courcel avaient à cœur de démentir ces historiens d'art, dont Émile Malle, François Salé et Louis Réau, qui avaient dénoncé la pauvreté d'iconographie augustinienne, une pauvreté qui n'a évidemment le sens que mise en rapport avec l'inventivité et l'abondance de l'iconographie bernardine, dominicaine ou franciscaine. 2 de ces études, parues dans la revue des études augustiniennes et signées Jean et Pierre Courcel, l'ordre des prénoms est significatif,
concerne les différents types de représentations de Saint Augustin qui peuvent se rencontrer au Moyen Âge et à l'époque moderne. La troisième est un court article consacré aux illustrations du Contra Faustum. La quatrième et dernière de ces études s'attaque à l'un des premiers cycles de la vie de Saint Augustin, à savoir la série de 124 dessins à plumes colorées qui sont contenus dans le manuscrit 1488-83 de la Public Library de Boston, un manuscrit de la fin du XVe siècle réalisé en Allemagne méridionale, dont Jean Courcelles avait déjà étudié une miniature illustrant le songe démonique dans son article de 1962. Cette étude iconographique, la plus longue et la plus ambitieuse de quatre, prit la forme d'un livre richement illustré publié aux études augustiniennes. Il vaut de s'attarder sur l'image du navire qui vogue sur la couverture. Cette image, l'illustration d'un livre, cette image est tirée de l'illustration du chapitre 19 du manuscrit de Boston. Il s'agit d'une miniature où on peut voir Augustin qui s'embarque pour Rome au désespoir de sa mère. Sur l'image de couverture, on a supprimé la silhouette démonique ainsi que le fond de décor afin de ne garder que l'essentiel et de rendre l'image résultant plus lisible, ce qui permettait de l'insérer sans problème dans la maquette des couvertures de l'ouvrage qu'elle venait illustrer. Cette image de la nef augustinienne dut plaire, car elle devint le logo de l'Institut d'études augustiniennes et elle vogue encore. Après le début en fanfare de l'année 1964, Pierre et Jean poursuivirent de concert leurs travaux iconographiques. Ils consacrèrent 5 livres à l'iconographie augustinienne. Ces ouvrages passent méthodiquement en revue tous les cycles de la vie de Saint Augustin dont les époux Courcelles pouvaient avoir connaissance. Pour le dire en quelques mots, cette iconographie augustinienne, je cite, s'est formée au XIVe siècle, devint florissant au XVe, tant au XVIIe une place importante et orne de nombreux plafonds baroques au XVIIIe. L'iconographie augustienne est donc née tard, très tard, dans le dernier quart du XIIIe siècle. À titre de comparaison, rappelons que les vies de Saint Benoît, Homère ou Sainte Armande sont représentées en images dès le XIe siècle. Mais Saint Augustin a vécu, lui, à trop haute époque. Il n'avait pas encore de cycle iconographique illustrant la vie d'un saint. Et dans une région très excentrée, Hippone a vite été perdu pour le christianisme. Les monuments iconographiques augustiniens érigés par les époux Courcelles ont bien résisté au temps. Il n'est que de lire, par exemple, ce qu'en écrivaient aujourd'hui les spécialistes. Tous les auteurs de cette énorme publication italienne en 3 volumes parus en 2011, il s'agit d'un supplément iconographique au Opera Omnia de Sant'Agustin, édité par la Nuova Biblioteca Agustiniana, qui est issu d'un travail collectif et qui s'appuie sur une immense bibliographie issue des recherches menées par la communauté scientifique depuis 50 ans. Dans leur introduction, les 3 auteurs qui ont dirigé cette gigantesque entreprise éditoriale ont tenu à rendre hommage aux époux Courcelles, en soulignant que leurs travaux constituent un ineludibile punto di riferimento, donc une référence incontournable. Les études des époux Courcelles ne pouvaient évidemment pas rivaliser avec les efforts conjugués de tous ces spécialistes. Mais Pierre et Jean Courcelles ont fait œuvre de pionniers. Par leur inlassable curiosité, le caractère systématique de leur entreprise, l'ampleur de leur érudition, la rigueur de leur analyse. Mieux, ils ont eux aussi travaillé en équipe, car une équipe commence à 2, mari et femme en l'occurrence. J'aimerais à présent donner un exemple qui n'a rien à voir avec l'iconographie augustinienne, plus personnel, un exemple, mais qui montre la grande perspicacité des époux Courcelles.
Donc on passe à Consolation des philosophies de Boès, publié en 67. Donc là, je passe rapidement, donc vous voyez le même traitement que tout à l'heure. Mais là donc c'est leur fils, il y avait un artiste qui est très jeune, qui contribuait. Mais il a dit pour les autres vignettes, c'était pas lui. Donc les parents faisaient probablement au même. Donc voici les folios 146 du manuscrit 189 conservé dans l'archive de la bibliothèque du Mont-Cassin. Il s'agit de la première représentation au XIe siècle de ce que le Moyen-Âge occidental appellera roue de fortune. Il y a deux images. Donc, elle figure dans l'ouvrage consacré à la consolation des philosophies de Boès dans la tradition littéraire, je veux dire la reproduction. Voici les planches de Courcelles. Donc, consolation des philosophies de Boès dans la tradition littéraire, ses antécédents et sa postérité. Le livre paru en 1967, il comprend un vaste répertoire iconographique. L'image que vous avez sous les yeux en fait partie. C'est sa première publication de Pierre Courcelles en devant l'importance. Certaines interprétations du personnage principal qu'il propose, Jupiter, ne tiennent pas la bonne, mais l'identité de ce mystérieux personnage est rien de moins qu'évident. Il nous fallut des années à Giulia Orofino et à moi-même pour comprendre qu'il s'agissait d'une personnification du temps. Encore une fois, l'ouvrage de Pierre Courcelles constitue une somme philologique et iconographique. Donc sur Boès, il est très très célèbre. Penser, travailler, écrire à deux. Comment pourrait-on se demander les époux Courcelles ont-ils pensé, travaillé, écrit à deux? Nous devinons bien le partage initial des rôles. Pierre est philologue, Jeanne est iconographe. Mais il nous reste à comprendre les détails d'une collaboration qui a duré toute une vie. Des premiers articles iconographiques de Pierre Courcelles sur le Virgile de Naples de 1939 jusqu'aux ouvrages communs d'iconographie augustinienne des années 60 et 70. C'est donc l'influence initiale d'Émile Malle, puis surtout la vie conjugale avec Jeanne qui ont entraîné Pierre Courcelles sur les voies tortueuses mais exaltantes des recherches iconographiques. Il se prit au jeu et ses études iconographiques initiées par son épouse réussirent à se frayer un schéma jusque dans ses propres ouvrages de philologie, tel le livre sur Boès que nous avons évoqué, ou celui sur Saint-Ambroise aussi. Ces deux ouvrages contiennent en effet des chapitres d'iconographie que Pierre dit avoir rédigés de pair. Il dit rédigé de pair avec sa femme, selon la formule qui revient à chaque fois. Les modalités pratiques de cette écriture à deux mains nous échappent en grande partie, mais au vu de leur style fort différent, il nous est loisible de supposer que chacun des deux époux rédigeait de son côté son propre fragment de texte, que l'autre réalisait ensuite pour en proposer des amendements. Conclusion, tout comme le philologue qui était Pierre Courcelles s'efforçait de jeter un pont entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, pour reprendre l'heureuse formule de Pierre Grimal, les époux Courcelles se sont efforcés de jeter un pont entre les textes et les images. C'est dans la consolation des philosophies qui est revendiquée la méthode qui, je cite, consiste à mener de pair deux enquêtes parallèles et complémentaires, relatives l'une au texte, l'autre au monument figuré, car les uns s'éclairent par les autres. La soif de savoir qui animait Pierre et Jean Courcelles, ainsi que leur communion intellectuelle, leur permirent de, je cite, briser les cadres, selon les termes d'un de leurs contemporains, et de transcender les barrières disciplinaires. Comment ne pas voir là une forme de cette ascension progressive à travers les sphères célestes sur lesquelles se clôt le célèbre mythos de Martianus Capella. Merci Olga pour cette riche présentation finalement qui ouvre en quelque sorte les interventions de la journée. Je pense qu'on va avoir une séance de questions-réponses
J'en avais juste une petite question avant de lancer les débats. On est effectivement dans une histoire d'historien de l'art du XXe siècle, donc somme toute assez récent, avec une descendance importante, donc forcément, tu as mentionné le fait que tu avais rencontré certains des enfants, etc. Mais compte tenu de la carrière de Pierre Coursal, et notamment au Collège de France, y a-t-il des sources, des archives de leurs travaux disponibles dans des instituts et accessibles? Les archives, c'est assez compliqué, donc il n'y a pas de grand-chose, sauf finalement, j'ai trouvé 27 boîtes à l'Institut, donc étaient déposées à l'Institut. Donc il y a déjà 361 volumes tirés à part qui étaient offerts à Pierre Coursel. Donc quelque chose qu'il faut étudier, donc c'est sa correspondance scientifique, les réseaux européens, donc avec Mambel ou avec des gens les plus célèbres qui travaillaient en Allemagne, à Londres, en Italie, bien sûr. Donc, il y a les archives de l'Institut. Donc là, il voyageait beaucoup aussi, parce que cette Marie, elle était missionnaire franciscaine. Donc là, les archives, voilà donc ce que j'ai trouvé dans les boîtes. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelques dessins. Donc, on voit les calquer des manuscrits. Donc, voilà, on voit les Virgile, Virgile de Dijon. Ah, on ne voit pas? Ah, donc là, je reviens un peu en arrière. Donc là, je profite de vous montrer un peu plus. Donc, Jeanne, déjà plus âgée. Donc, voilà les archives. Parce qu'au Collège de France, il y a des choses vraiment très un dossier administratif, à l'Institut aussi. Je ne trouvais pas de grand chose, donc ce n'est pas tellement intéressant ce qu'on peut voir. Donc, c'est ces archives-là qu'il faut exploiter, donc les fiches qu'il préparait pour tels ou tels articles. Donc, c'était la prison du corps, il y a donc sur les ailes de l'âme, l'âme papillon, il y a d'autres articles qui, quand même, conservent ces fiches préparatoires. Donc, des points de vue histoire de l'art, j'ai écrit beaucoup sur les emblèmes. Donc là, j'ai d'autres sujets un petit peu sur leur traitement d'iconographie, l'iconographie moderne, parce que il était spécialiste du haut Moyen-Âge, mais donc pour l'iconographie, ils sont allés jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, ils visitaient des musées, ils voyageaient. Donc à l'époque, on n'avait pas de base de données comme aujourd'hui, bien sûr. Ok. Il y a des questions? Oui, un grand merci pour cette intervention. Votre exemple me semble tout à fait passionnant parce que là, on est dans un cadre en fait interdisciplinaire. Donc, c'est pas tellement étonnant, bien évidemment, que entre philologie et iconographie, on va trouver quelque chose qui relève de l'emblématique. C'est moins une question qu'un plaidoyer. Je trouve que ça c'est très intéressant en fait d'étendre la question du couple et du rapport de pensée à deux à la question du rapport entre les disciplines, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver, je crois, très souvent. Bien évidemment, ça ouvre la porte à ce dont on va parler tout à l'heure avec la bibliothèque Warburg. Précisément, Gertrude Bing n'était pas une historienne de l'art. Au départ, c'était une philosophe et littéraire. Donc, je pense que précisément, là, il y a des choses, je crois, qui, d'un point de vue de l'interdisciplinarité, vont pouvoir peut-être aussi être découvertes par le biais de la question du penser à deux. Donc, c'est plus un plaidoyer qu'une question, mais une question qui me paraît lumineuse. Merci Olga. J'avais deux petites questions qui rejoignent le commentaire de Philippe Despois au sujet finalement de cette répartition du couple, lui philologue, donc lui le texte finalement, elle l'iconographie, l'image, qui pourrait aussi se penser en termes
de genre. Je pensais à une leçon de Léon Rosenthal qu'il adressait à des aspirantes enseignantes à l'École normale supérieure de Sèvres, et où dans cette leçon, il faisait une distinction entre l'histoire de l'art et la culture esthétique, et à ces femmes était dispensée la culture esthétique dans laquelle l'image avait un rôle vraiment central et devait justement jouer un rôle central dans la pédagogie des futurs élèves qu'elles auraient dans leurs écoles. Donc ça me semble assez intéressant. La question que j'avais par rapport à ça, c'est quelle est la perception que Pierre Courcel a de l'iconographie, a de l'image? Est-ce que c'est une vision secondaire? Est-ce que c'est une vision seulement de l'image qui accompagne le texte, qui est finalement une vision soutien, où l'image soutient le texte mais ne développe pas un discours à part entière? Et l'autre petite question, c'est que moi, dans mon corpus d'historienne de l'art, j'ai pas mal de femmes qui sont arrivées à l'histoire de l'art par la pratique artistique, et je voulais savoir si Jeanne Courcel, dessinée, avait aussi une formation finalement à l'art, à la pratique de l'art. Donc, j'avais beaucoup du mal avec les enfants, avec des collègues, de savoir si les époux Courcel dessinaient ou ils avaient ce côté pratique. Et j'ai l'impression que non. Donc, leur fils, qui est artiste, il a dit quand même qu'il pouvait faire les vignettes, les copies, des calques, mais on ne peut pas parler plus. Donc, il avait sa collection de numismatiques qui passait en vente après sa mort, mais voilà, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc les images étaient très importantes pour lui dès le début. Donc je pense que comme il revendique dans sa méthode, donc qu'ils sont complémentaires, les textes et les documents iconographiques, mais après on peut dire que leurs commentaires, ce sont des commentaires descriptifs. Donc, il y a des images, notamment pour la roue de fortune, où il n'y a pas de texte derrière. Il n'y a pas de texte qui explique cette image, qui est quand même exemplum visuel, donc qui fonctionne déjà comme image. Donc, non, c'était à cette époque-là, quand même, on ne travaillait pas comme ça, donc on ne voyait pas ça. Et dans tous les cas, je pense qu'il était locomotive, c'était évident. Pour le couple, c'est lui qui avait aussi à 25 ans, vraiment 26 ans, les postes de directeur adjoint, etc., etc. Donc 30 ans des collèges de France. Ça, donc, sa méthode, je pense qu'il avait une très grande clarté d'esprit, donc ce qui aidait à accomplir toutes ces publications, tous ces livres, tous ces volumes. Donc, il y a des fiches dans les archives, donc on peut voir des manières de travailler. Donc. S'il n'y a plus de questions dans la salle, peut-être qu'on va faire la première pause de la matinée. Merci beaucoup. So while Victor is taking care of that, I will introduce you, but in French. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Laura Tack, qui a un parcours assez riche, qui après un doctorat en théologie soutenu en décembre 2015, a entamé des études d'histoire de l'art. Et ces derniers travaux portent justement sur Gertrude Bing. Nous allons parler lors des deux interventions qui viennent, avec une publication justement sur la carrière de Gertrude Bing et la transmission qu'elle a effectuée de la mémoire de Warburg, et donc une étude qui est actuellement sous presse et qui va sortir donc dans les mois qui viennent chez Peters à Louvain. J'ai oublié de dire, mais c'est sur le programme, que Laura Tack est actuellement postdoc à l'Université catholique de Louvain. Donc voilà, bienvenue Laura, et vous avez 20 minutes pour cette présentation. Could you try again to share your screen? Ok. Je crois que ça marchera maintenant. Looks great. Ah, ok.
Yeah, Oui, it's merci perfectly beaucoup fine. pour We can cette see you, we can introduction. hear you. Et pouvez-vous m'entendre bien? Oui? Ok, Oui. parfait. Donc, alors, je commence avec ma présentation sur ce sujet de Gertrude Bing il est clair que Gertrude Bing a été indispensable vraiment à la poursuite du projet intellectuel d'Abi Warburg. Il était non seulement le premier éditeur de son œuvre, mais aussi son premier biographe. Et même si elle n'a pas réussi à terminer la biographie d'Abi Warburg comme elle avait prévu avant sa mort en 1964, elle a néanmoins donné quelques éléments indispensables pour cette biographie qui peuvent être consultés désormais dans la récente publication sur ce sujet qui est intitulé « Fragments sur Abi Warburg » par Gertrude Bing. À plusieurs reprises, Warburg a souligné que le diable est dans les détails. Voilà pourquoi j'aimerais aborder un détail significatif dans cette contribution, à savoir l'image du bâton de sourcier. Cette image me permet de me focaliser sur les 5 années cruciales au cours desquelles Warburg et Bing ont eu une collaboration étroite, c'est-à-dire la période allant du moment de leur première rencontre, le 24 octobre 1924, jusqu'au jour du décès de Warburg, le 26 octobre 1929. Je porte un intérêt particulier au point culminant de cette collaboration qui se situe lors de leur deuxième voyage en Italie, dans les années 1928-1929. Or ici, au lieu de me concentrer sur la façon dont Warburg apparaît aux yeux de Gertrude Bing, sa première biographe officieuse, j'aimerais faire l'inverse, c'est-à-dire de me concentrer davantage sur la façon dont Gertrude Bing elle-même pourrait réapparaître sous nos yeux. Et cette démarche est en fait similaire à celle de ma monographie sur Gertrude Bing qui est parue au début de cette année chez Peters Publishers. Je propose l'itinéraire suivant pour la suite de ma présentation. Je commencerai in medias res avec quelques fragments frappants tirés d'une lettre de Bing de l'été de 1924 qui illustre bien la personnalité de la jeune chercheuse et qui, à ma connaissance, n'ont pas encore été publiées. Dans la deuxième partie, j'expliquerai l'image du bâton de sourcier et dans la troisième et dernière partie, je montrerai comment Gertrude Bing elle-même fonctionne comme le pôle actif de ce bâton de sourcier. Gertrude Bing rencontre Abi Warburg pour la première fois en personne en octobre 1924, bien qu'ils aient eu une correspondance par lettre depuis février 1922. Au printemps 1924, Bing est à Londres et le 14 juin, elle raconte en détail au professeur Warburg ses aventures dans la grande ville. Cette lettre donne un aperçu de la personnalité de Gertrude Bing et du rôle qu'elle jouera dans la vie intellectuelle de la KBV. Dans son écriture d'un graphisme gracieux, elle consigne sur les 6 pages de la lettre toutes ses impressions de la métropole tumultueuse. Elle décrit non seulement les contacts professionnels qu'elle a établis, mais également les voyages en omnibus, les foules qui se déplacent dans la circulation, l'énorme éventail de toutes sortes d'objets et de luxe, l'imposante architecture paysagère, sa visite au marbre d'Elgin au British Museum et son observation non moins critique de la démonstration de pouvoir de l'Empire à la British Empire Exhibition à Wembley. Elle se rend finalement compte de l'abondance de son exposition et écrit « Mais je dois m'arrêter quelque part, je crois que j'ai mis mon nez partout, sauf à Whitechapel et dans les fumeries d'opium. » Notre jeune voyageuse est certainement audacieuse, mais elle ne s'aventure clairement pas dans les quartiers dangereux. La suite de la lettre donne un aperçu de son attitude professionnelle et plus particulièrement de son approche des niveaux personnels et professionnels comme 2 sphères entrelacées. Comme elle écrit, chaque expansion humaine a également un effet bénéfique sur le travail.
Pourtant, cet exposé enthousiaste de Byng sur la vie londonienne ne peut pas cacher le fait qu'elle ressent la ville comme froide et distante. Elle décrit Londres comme une machine bien huilée dans laquelle les foules font partie intégrante de l'engrenage mécanique. Tout est monstrueux, chargé de la vie la plus intense en apparence, parce qu'il suffit de se poser la seule question: quel est le but de tout cela? Où va cette vie et à quelle fin? Et soudain, le tout apparaît comme une machine dont la puissance est épuisée dans son mouvement. Malgré tout le dynamisme vibrant et la richesse de la métropole, son état mécanique retire en quelque sorte la beauté de la vie urbaine. Cette attention portée à la loi arbitraire du destin à laquelle l'être humain est fatalement soumis ne doit pas surprendre. Parallèlement à l'attention portée à la vie personnelle, qui est toujours sous-jacente aux réalisations professionnelles, l'attention portée ici au destin est également l'une des particularités de l'approche de Byng, comme je l'explique plus en détail plus tard. Âgée de 32 ans à peine, Gertrude Byng se présente dans cette lettre comme une femme intelligente, décidée et pleine d'entrain, et qui, par sa perspicacité philosophique aussi, a contribué à la KBV. Ces lettres témoignent également de ses qualités littéraires qu'elle manifeste aussi dans les autres sphères de sa vie. Schön, dass Gertrude Byng wieder als Cicerone funken konnte. Il est bon de voir que Gertrude Byng étincelle comme un guide touristique très bavard. Warburg écrit sur elle dans le journal de la bibliothèque. Alors, comment se fait-il que si peu de gens la connaissent vraiment? Gertrude Byng est née à Hambourg en 1892. En 1921, elle obtient son doctorat à la toute nouvelle université de Hambourg avec une thèse sur Lessing sous la direction de Robert Petsch et Heinz Cassirer. Et à partir de la fin de 1921, elle travaille comme bibliothécaire à la KBV en étroite collaboration avec Fritz Saxel. En 1927, elle devient directrice adjointe de la bibliothèque et assistante d'Abbie Warburg. Après le déménagement du KBV à Londres, qu'elle a administré avec Fritz Saxel, elle est restée directrice adjointe jusqu'en 1955, date à laquelle elle a été nommée Director of the Warburg Institute et Professor of the History of the Classical Tradition à l'Université de Londres. Elle a travaillé en étroite collaboration avec Abbie Warburg à l'un des moments les plus cruciaux de sa vie professionnelle. Elle l'accompagne ainsi lors de son dernier voyage en Italie et plus particulièrement à Rome, où Warburg vraiment atteint la cime de sa vie intellectuelle. Après la mort de Warburg en 1929, Gertrude Byng était pour beaucoup de personnes l'incarnation du lien direct avec la méthode culturelle et scientifique propre à Warburg. C'est cette proximité personnelle et professionnelle entre Byng et Warburg qui est le sujet des parties suivantes. L'étroite collaboration entre Warburg et Byng atteint son sommet lorsqu'ils se trouvent à Naples. Le 17 mai 1929, Warburg décrit leur manière de coopérer de la manière suivante. Gertrude Byng et moi-même fonctionnent rétrospectivement comme un bâton de sourcier bifide qui s'incline docilement dans l'esprit, occasionnellement sans tenir compte de sa propre situation, dès que s'annonce ou se révèle la compulsion profonde ad inferos ou raptus in coelum dans la sphère de l'empreinte picturale. Warburg exprime ces mots énigmatiques quand il raconte leur visite à la Mitreum de Capoue. Avec l'expression du bâton de sourcier, Warburg emploie l'imagerie des devins pour référer à la quête spirituelle des phénomènes souterrains, comme par exemple les veines d'eau. La marche du sourcier est liée au mouvement magique du pendule. Lorsque le bâton bouge, comme d'ailleurs le pendule, cela signifie que le sourcier a trouvé une trace. Il est difficile d'imaginer
que Warburg ait eu un intérêt véritable pour la radiesthésie. Il utilise plutôt l'imagerie pour décrire les deux champs d'intérêt qui se déploient tout au long du voyage. Bing et Warburg recherchent l'empreinte picturale, Prägung, en dirigeant le regard vers le bas et vers le haut en même temps. Ils examinent à la fois le mouvement ascendant de l'ascension et la descente aux enfers. Plus précisément, l'ascension consiste en la rupture du cosmos oppressif et elle est étudiée à travers l'œuvre de Giordano Bruno, connu pour son approche révolutionnaire de l'astrologie et qui, dans son Spazio della Bestia Trionfante, décrit comment Jupiter réforme et purifie la voûte céleste des différentes constellations monstrueuses et fait ainsi place à l'idée d'un univers en expansion infinie. Le mouvement descendant est celui du culte de Mithras, qui exécute son mystère souterrain en l'honneur du Sol Invictus. Mithras et Giordano Bruno sont connectés par leur intérêt commun pour les constellations et la voûte céleste. Le carnet Giordano Bruno, qui contient les observations de Warburg et Bing de cette période-là, relève le point décisif de leur découverte commune. La baguette bifide du sourcier s'est inclinée sur Naples, GB, direction San Domenico et Guim, AW, direction Capoue, héliotropisme et Trionfo della Notte. Il est frappant de voir ici comment Gertrude Bing et Giordano Bruno se confondent dans la perception de Warburg. En outre, il est clair que Bing et Warburg ont tous deux leurs propres approches, qui sont en même temps interconnectées. C'est Gertrude Bing, écrit triomphalement Warburg dans le même carnet d'études, qui, dans le San Domenico de Naples, et plus précisément dans la chapelle de Carafin, aujourd'hui nommée chapelle Saluzzo, découvre un relief sur l'arc avec les symboles des 12 étoiles fixes et les signes du zodiaque. Il importe de souligner que c'est Gertrude Bing qui a finalement donné la clé de l'interprétation. Warburg et Bing lisent l'œuvre de Giordano Bruno depuis le 22 novembre 1928, lorsqu'il séjourne à Rome. C'est avant tout Bing qui trouve facilement sa voie dans cette littérature éprouvante, et cela ressort aussi de la notice suivante de Warburg. Puis, soudain, avec une splendide assurance, collègue Bing trouve la clé du problème immensément complexe du monde des dieux païens chez Giordano Bruno. Cela confirme également l'opinion que, dès le début de sa carrière, Bing exerçait sa propre influence sur le projet intellectuel de Warburg, même si, à première vue, elle semble avoir disparu derrière lui et son institut. Autrement dit, le bâton de sourcier était donc véritablement bifide. La coopération entre Bing et Warburg était équilibrée et chacun faisait sa propre contribution. On pourrait même dire que c'est justement parce que le bâton de sourcier était en équilibre parfait que Warburg et Bing pouvaient se pencher vers le cœur du problème. Après la mort de Warburg, le bâton de sourcier s'est replié. Gertrude Bing, qui est appelée en plaisantant la muse de Warburg selon Ernst Gombrich, est devenue Nemos Une, la mémoire de la bibliothèque et de la méthode warburgienne. La grave conséquence de cette évolution est que la propre contribution de Gertrude Bing risque d'être méconnue. Là encore, Ernst Gombrich décrit cela, peut-être involontairement, mais pas moins pertinente, dans sa biographie sur Warburg. She, Gertrude Bing, knew how to interpret any hint and any jotting of a name or of a notion, and how to fill in any gap Warburg himself had indicated. She had entered into his ideas to the point of identification.
On peut se demander s'il est effectivement possible de dénouer le bâton de sourcier pour se faire une idée du projet scientifique de Bing elle-même. Les traces directes de sa contribution se trouvent dans sa liste de publications modestes, dans son travail éditorial et dans la disposition innovatrice, vraiment innovatrice, de la bibliothèque qu'elle a conçue avec Fritz Saxel. Dans l'histoire de la recherche, deux autres champs ont émergé dans lesquels on peut décerner l'influence de Bing, à savoir l'index des Gesammelte Schriften de Warburg et le Bilderatlas Mnemosyne. Pour finir, j'aimerais toutefois attirer l'attention sur un troisième champ dans lequel on pourrait trouver des traces de l'influence de Bing. Comme beaucoup d'autres membres de l'école de Warburg, Bing avait une prédilection particulière pour le thème de la fortuna. Cependant, sa contribution particulière sur ce thème du destin est fréquemment ignorée. Bing a obtenu son doctorat avec une thèse sur la signification de la nécessité, das Notwendige, chez Leibniz et Lessing. Récemment, Elizabeth Sears a fait la louange de la grande qualité de cette thèse qui relie véritablement de différentes disciplines comme la théorie de l'art, la philosophie, l'histoire des religions et des lettres. Carole Meillier soulignait également que la formation de Bing selon cette large approche culturelle et scientifique était un véritable avantage pour son travail au Warburg Institute. Si Bing dessine une ellipse entre les deux pôles que sont Warburg et Saxel, c'est grâce à sa formation de philosophe qui articule sans cesse l'histoire de l'art à la clarification du concept. La familiarité de Bing avec Lessing n'est pas seulement intéressante sur le plan méthodologique, le contenu de sa thèse rejoint d'ailleurs pleinement l'intérêt que Warburg porte à cette émancipation de l'humain, comme l'a résumé Meillier. J'ai l'impression que cet aspect-là demeure souvent en arrière-plan, ce qui est regrettable, car même avant que Gertrude Bing se familiarise avec le projet intellectuel de Warburg, la jeune doctorante suivait déjà une voie parallèle. Il nous manque le temps d'exposer la ligne de pensée de cette thèse de doctorat dans toute sa complexité. Cependant, il suffit de traiter un détail crucial pour que son approche générale soit claire. Gertrude Bing a une forte prédilection pour la pièce de Lessing intitulée Nathan der Weise, qu'elle confronte à une autre pièce de théâtre, Emilia Galotti. Les personnages d'Emilia Galotti se soumettent avec passion et rage à un destin aveugle. Mais dans Nathan der Weise, Lessing trouve une autre solution au problème de la confrontation humaine avec le destin. Le protagoniste se distancie rationnellement de la situation et puis, dans un son presque mystique, on peut dire, s'y abandonne, ce qui ressemble un peu l'amor fati de Nietzsche d'un siècle plus tard. Emilia Galotti et Nathan sont diamétralement opposés. Le contraste entre les passions irrationnelles, destructrices, et la victoire paradoxale dans la capitulation rationnelle représente une polarité que l'on rencontre également dans l'œuvre de Warburg. C'est le panneau 48 du Bilderatlas Mnemosyne qui en est l'illustration la plus marquante. D'ailleurs, cet atlas était conçu pour compléter la théorie de Lessing et la compréhension winkelmannienne de l'Antiquité. Bing a donné à ce panneau le titre suivant: La fortune, symbole de l'être humain émancipateur, marchand. En examinant attentivement la structure du panneau, on remarque la préférence pour la position intermédiaire du marchand, comme la fortuna maritime,
tenant la voile dans ses mains, le marchand navigue dans le Zwischenraum de la mer agitée et se laisse en partie emporter par les caprices du destin sans perdre sa propre influence. En tant que tel, le marchand de la Renaissance est le précurseur moderne de Nathan dans la pièce de Lessing. Si on compare donc la collaboration entre Gertrude Bing et Aby Warburg à un bâton de sourcier, il faut en effet garder à l'esprit que ce bâton était effectivement bifide. Warburg et Bing avaient tous les deux un rôle clair et distinct à jouer, et que ce bâton de sourcier ne peut fonctionner en tandem que si les deux parties sont en équilibre. Sa lettre, écrite à Londres en juin 1924, montre déjà que Bing, elle aussi, a été confrontée à la présence écrasante d'un destin aveugle qui traverse la vie de la métropole comme une machine exigeante. Cependant, grâce à sa distanciation rationnelle en tant que philosophe, elle a été parfaitement formée pour fournir un contrepoids rationnel à cette menace irrationnelle. On a donc beaucoup à gagner par la remise en évidence de l'influence de Gertrude Bing. En effet, il faut d'abord décroiser le bâton de sourcier afin qu'il redevienne pleinement opérationnel. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laura. Alors, je vous propose à tous d'enchaîner directement et puis nous aurons une séance de questions-réponses après. En introduction de notre prochaine intervention, et si France m'y autorise, je voulais rappeler que ces deux interventions se situent un petit peu en miroir de la sortie de cet ouvrage dans la collection Inédit. Donc une très belle collection qui a été initiée, dont le premier numéro est sorti en 2017 aux éditions de l'INHA et qui était le premier numéro de ces inédits, était le manuscrit L'esthétique de la techné de Robert Klein, dont notre collègue Jérémy Kering du Centre André Chastel a fait l'édition, et ce manuscrit étant dans les archives de la bibliothèque de l'INHA. Mais dès l'origine, Joanne Lamoureux, qui a été directrice des études et de la recherche à l'INHA de 2015 à 2018, avait songé à ouvrir cette collection d'inédits à d'autres fonds d'archives d'historiens de l'art, donc pas seulement les fonds abrités pour l'INHA, et elle a eu une démarche à cet égard proactive, puisque c'est elle qui a sollicité Philippe Despois pour l'édition des fragments sur Aby Warburg de Gertrude Bing. Et donc pour présenter Philippe Despois, évidemment, je ne vais pas prendre sur son temps de parole. Voilà. Après un cursus universitaire particulièrement brillant, et depuis 2013, Philippe Despois est professeur associé de littérature comparée à l'Université de Montréal et depuis 2014, directeur du Centre de recherche intermédiaire sur les lettres, les arts et les techniques. Et nous le connaissons, en tout cas, nous en France, particulièrement pour ses travaux, non pas sur différentes disciplines, mais plutôt sur les transferts, les passages, et entre ces différentes disciplines, donc sur l'intermédialité proprement dite, travaux qui nous manquent tant encore en France. Depuis quelques années aussi, il est le fondateur et un des animateurs du groupe The Warburg Library Network, et c'est à ce titre, plus précisément, qu'il va intervenir sur la triade, la troïka, comme vous dites dans votre texte de présentation de l'édition, donc Aby Warburg, Saxel et Gertrude Bing. Cette direction collective de cette bibliothèque Warburg, puis de cet institut qui était conçu vraiment comme un organisme vivant,
Et pour reprendre aussi l'un des termes que vous employez dans votre présentation à propos de Gertrude Bing, cet élément de continuité qu'a constitué Gertrude Bing dans cette histoire, sachant que je rebondis aussi sur cette expression élément continuité pour rappeler un petit dialogue que nous avions eu lors d'une présentation de Charlotte Fouché sur le rôle des femmes historiennes de l'art en tant que passeurs d'un certain nombre d'idées ou de pratiques. Donc c'est à vous avec 20 minutes. Merci aux organisateurs de m'avoir fait une place dans cette journée. Je précise que je présente ici le produit d'un travail commun avec mon collègue berlinois Martin Tremmel. Les sources et citations de mon PowerPoint sont en langue originale, mais je traduirai ou résumerai le long de mon exposé. Je suis bien entendu aussi très content d'intervenir à la suite de Laura Tack. J'espère que je serai relativement complémentaire puisque je parlerai aussi beaucoup de Fritz Saxl. Premier point, collègue Bing et le collectif de la KBW. Le nom de Warburg, bien sûr, reste inséparable de la bibliothèque dont il fut le fondateur. On connaît l'effet qu'ont eu la Grande Guerre et la crise subséquente en Allemagne sur celui qui subit une grave dépression à partir de l'automne 1918. Pendant les 5 années suivantes, à la demande de la famille, sa bibliothèque privée fut dirigée par Fritz Saxl, le spécialiste viennois des manuscrits et illustrations astrologiques avec lequel Warburg avait travaillé avant la guerre. C'est Saxl, il faut le rappeler, qui, saisissant le contexte favorable qu'offrait la récente fondation de l'université de Hambourg, transforma en 1920 la bibliothèque en une institution semi-publique et un centre de recherche en sciences de la culture. Il était assisté dans les activités croissantes de la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, dite KBW, d'une équipe qui, dès 1921, comptait Gertrude Bing, jeune docteur en philosophie, originaire de Hambourg. Lorsque Warburg fut enfin rentré du sanatorium en 1924, tous deux formèrent avec lui le corps responsable du laboratoire consacré à l'histoire des images, qui était devenu la bibliothèque en son absence. Warburg officiait à la fois en tant que savant et que, pourrait-on dire, bibliothécaire patriarche, et sans doute Saxl Bing n'était-il pas de simples collègues, mais aussi des subordonnés, dont il devint néanmoins largement dépendant pour la poursuite de ses propres recherches. Directeur de la KBW, Warburg en était également le propriétaire, et les rapports avec ses collaborateurs n'étaient pas réglés conventionnellement, mais reposaient sur sa seule personne, forme d'administration charismatique, qui fut dans ce cas extraordinairement productive. Car la direction de la KBW fut dans les faits un collectif constitué de ces 3 personnes, et l'on néglige presque toujours le fait que sans cela, la bibliothèque laboratoire n'aurait pu ni être fondée, ni se développer de manière si remarquable. C'est l'historien italien Arnaldo Momigliano qui fut le premier à le souligner, quand dans son hommage posthume à Bing, il mentionna la triade de la bibliothèque comme étant la cellule originaire de la tradition Warburg. De ces trois figures composant la Troïka, Warburg, Saxl Bing, Gertrude Bing reste, sans doute aussi bien évidemment en tant que femme, la moins connue et la plus sous-estimée. Un curriculum vitae attaché à sa thèse de doctorat sur le concept de nécessité chez Lessing, Laurent en a parlé, donne un résumé de sa formation. Après des études secondaires à Hambourg, elle s'inscrivit pour le semestre d'hiver 1916-17 à l'université de Munich en philosophie, histoire littéraire et psychologie. En 1918, elle revint à Hambourg et entreprit un doctorat sous la direction du germaniste Robert Petsch et du philosophe Ernst Cassirer. La thèse Der Begriff des Notwendigen bei Lessing, ein Beitrag zu geistgeschichtlichen Problemen Leibniz-Lessing, qu'elle défendit en 1921, frappe par son style personnel et son caractère interdisciplinaire avant la lettre entre philosophie, théologie et esthétique littéraire. Son interrogation sur la dimension religieuse du rapport nécessité-liberté, à propos duquel elle pointe les différences entre Spinoza, Leibniz et Lessing, apparaît comme un complément à Freiheit und Form, Liberté et Forme, publié en 1916 par Cassirer. Bing fut par ce biais
en dialogue direct avec le philosophe, bien avant que tous deux fassent la connaissance de Warburg. Ça me semble important. On sait par ailleurs, pardon, il faut que je mette mes images. On sait par ailleurs l'impact qu'eut la découverte des collections de la KBV sur Cassirer, qui apporta son soutien tant à la bibliothèque qu'à la personne de Warburg. Lors de son retour à Hambourg et de sa première apparition publique à la bibliothèque en octobre 1924, Warburg non seulement remercia vivement Sachs qu'Arthur Bing avait développé, c'est une citation, la collection de livres en un organisme vivant, mais souligna aussi l'appui de Cassirer à son projet pluridisciplinaire, évoquant une énergie déployée par des forces supra-individuelles pour traiter des questions de recherche de manière collective et ouverte sur l'extérieur. C'est sur recommandation de Cassirer à Sachs en 1921 que Bing était entrée à la KBV. Elle travailla d'abord dès janvier 1922 à la systématisation du catalogage des livres, tâche dont la difficulté est à peine imaginable dans la mesure où il s'agissait d'une bibliothèque exclusivement centrée sur un problème de recherche spécifique, comme on le sait, la vie posthume de l'Antiquité, et qu'aucun système de classification n'était applicable. Je cite, « Il paraissait risqué de donner à ce dispositif une structure trop rigide », écrivait Sachs rétrospectivement. C'est pourquoi je choisis, en collaboration avec Gertrude Bing, la nouvelle assistante, une forme apparemment assez souple pour nous permettre de modifier le système à tout moment en ce qui concernait les plus petites subdivisions du moins, sans trop de difficultés. On imagine, bien évidemment, c'est l'horreur pour tout bibliothécaire. Le prix à payer pour trouver un ouvrage était élevé, mais en contrepartie, les livres demeuraient une somme de pensée vivante, c'est une citation, comme l'avait projeté Warburg. Dans son activité de bibliothécaire, Bing égalait et sans doute surpassait même Sachs, qui vanta ses mérites auprès de Warburg. C'est grâce à elle qu'il devint finalement possible d'avoir accès à tous les volumes, tout en conservant le principe du dit bon voisinage. À partir de l'automne 24, elle devint l'assistante personnelle de Warburg, et parmi les sobriquets que celui-ci inventait régulièrement pour ses collaborateurs, celui de Bingiothèque est probablement le plus paradigmatique de la manière dont elle incarnait à ses yeux la nouvelle KBV. En 1927, Sachs et Bing furent nommés directeurs adjoints, et le journal de la bibliothèque, écrit collectivement à trois depuis l'été 1926, lorsque celle-ci fut déménagée dans le nouveau bâtiment construit en cet effet, constitue le document le plus précieux de l'étroite collaboration entre les membres de la Troïka. C'est avec Bing que Warburg entreprit ces deux derniers voyages italiens, en particulier le long périple en 1928-29, alors que le travail sur le projet d'Atlas Mnemosyne était au centre de leur attention. Ils partirent en octobre 28 sur la côte adriatique, s'arrêtant entre autres à Rimini, poursuivant via Assise, jusqu'à Rome, où ils séjournèrent durant les mois d'hiver. Ce fut sans aucun doute la période la plus intense de leur dialogue intellectuel. Suite à la conférence de janvier 1929 à la bibliothèque hertziana, qui constituait un banc d'essai pour la conception de l'atlas d'images, Bing prit sur elle de plus en plus la responsabilité d'une première fixation du texte devant le commenter. De ce dialogue qui ne touche pas seulement l'introduction à Mnemosyne que Warburg commença alors à dicter à Bing, mais bien le détail de la disposition des planches elles-mêmes. Le journal commun de cet intermède romain en témoigne avec précision. Leur parcours se poursuivit au mois de mai sur les traces de Giordano Bruno vers Naples, second sommet du voyage. Parfois leurs chemins se séparaient et Warburg consigna à plusieurs occasions un éloge de la précision du regard, de la force de dialogue qu'il voyait se développer chez le collègue Bing, toujours au masculin d'ailleurs. Laura a cité tout à l'heure l'un d'eux avec le bâton de sourcier. C'est en effet en l'absence de Warburg qu'elle découvrit dans la chapelle Caraffa de l'église San Domenico Maggiore, sur les reliefs presque effacés de la coupole alors en ruine, les figures du zodiaque calquées d'après Hyginus. Il s'agit de la chapelle jouxtant le couvent dominicain dans lequel Giordano Bruno avait été formé. Cette découverte majeure nourrit la lecture commune du Spaccio della Bestia Trionfante et en particulier du rôle de Persée comme figure apportant la lumière. On sait que
Bruno aurait dû trouver sa place dans l'Atlas Mnemosyne auprès de Kepler, comme pendant moral à la cosmologie d'un monde désormais infini. Mais la mort de Warburg en octobre 29 mit un terme à ce projet. C'est suite au voyage italien qu'il confia à son frère Max combien Bing était devenu pour lui le pont à travers lequel il avait fait, c'est une citation non sans ébranlement, la connaissance du tempérament intellectuel de la prochaine génération. Deuxièmement, Bing et Saxl au cœur du réseau de la bibliothèque et de l'Institut Warburg. Après la mort de Warburg en octobre 29, ses anciens adjoints Bing et Saxl poursuivirent son œuvre comme des disciples et administrateurs fidèles. Ses idées, ses projets, surtout sa bibliothèque, devinrent l'objet de leur entier engagement. Bing édita de son côté les 2 tomes des Gesammelte Schriften, qui, sous le titre de Die Erneuerung der heidnischen Antike, le renouveau du paganisme antique, en 1932, rassemblait les textes publiés par Warburg, augmentés d'un précieux appareil scientifique. Il faut rappeler à propos de cette édition que les annexes magistrales de Bing sont bien plus que de simples appendices. Celui sur les costumi teatrali, par exemple, couvre près de 30 pages et comprend non seulement les notes de Warburg, mais aussi sa propre et impressionnante recherche sur le sujet. C'est, il le faut souligner, à travers cette édition Princeps, que l'œuvre écrite de Warburg a commencé à exister et à être transmise, ce en dépit de la situation politique éminemment hostile. Malheureusement, on n'a pas encore jusqu'à aujourd'hui l'équivalent de cette édition 1932. Les travaux de Bing allaient, on l'a compris, bien au-delà de sa fonction première de bibliothécaire. Citons encore sa collaboration au projet collectif de bibliographie zum Nachleben der Antike sous la responsabilité de Edgar Windt et Hans Meyer, pour les 2 volumes duquel elle livra plus de 60 contributions, alors même qu'elle éditait les écrits de Warburg. Sous le titre de Bibliography on the Survival of the Classics, ce projet fut une des réalisations qui facilita la transition vers le monde britannique. Bing avait développé avec Saxl la coopération intellectuelle la plus étroite et devint également sa compagne de vie. La direction et l'administration de la bibliothèque restèrent entre leurs mains après l'émigration et le transfert à Londres en décembre 1933, de même que pour le Warburg Institute qu'ils édifièrent dans ce nouveau contexte. Après des années difficiles, l'Institut put finalement être rattaché à l'Université de Londres en 1944, en conservant et son nom et son fonctionnement jusqu'à aujourd'hui, comme on le sait, non sans difficulté. Les postes de directeur furent occupés par Saxl de 1933 jusqu'à sa mort en 1948 et par Bing de 1955 à 1959. Tous deux vivaient dans la banlieue de sud de Londres, de Dulwich, dans des maisonnettes adjacentes, avec entrées séparées et une porte commune dans le jardin, comme cela a été rappelé. Leur relation connue des proches restait très discrète. Bien qu'elle participât très directement à l'essentiel de la production de l'Institut, il n'existe que peu de publications sous le nom de Bing. Celle-ci relève clairement de la méthode de travail et de pensée de Warburg. Les 2 essais parus dans le journal de l'Institut, Nugae Circa Veritatem, note on Antonio Francesco Doni de 1938 et The Apocalypse Books and the Manuscript Models de 1942, se rapportent à des phénomènes marginaux caractéristiques des objets propres à l'attention warburgienne. Dans le premier, Bing s'intéresse aux détails du rapport entre images et texte chez ce polygraphe de la Renaissance, mais constitue aussi une réponse à l'essai Veritas Filia Temporis que Saxl avait publié l'année précédente dans les mélanges offerts à Cassirer et coordonnés à l'Institut Warburg par Raymond Klibanski. Inversement, c'est Saxl qui, en partant du tabellaire de l'Apocalypse, semble prolonger le second des essais de Bing dans la conférence Illustrated Pamphlets of the Reformation qu'il donna en janvier 1948. Une lecture croisée de leurs travaux sur ces sujets apparentés montre une étonnante complémentarité entre l'approche synchronique du détail chez Bing et la tendance à brosser de larges panoramas diachroniques chez Saxl.
On trouve un autre exemple de la complicité intellectuelle entre Bing et Sachs dans le commentaire qu'elle publia de l'exposition photographique itinérante British Art in the Mediterranean en 1942. Celle-ci faisait partie de la série d'expositions que Sachs avait lancée dès 1939 avec celle intitulée The Visual Approach to the Classics. Le texte de Bing, comme on peut le voir ici, pointe en effet tous les éléments de ce que Sachs développerait l'année suivante sous le concept de Visual Education, dans une ligne qui doit beaucoup à l'expérience de l'Atlas Mnemosyne. J'ai toute une section sur les index faits par Gertrude Bing que je vais peut-être abréger un petit peu. Entre autres, elle a commencé à l'Institut Warburg, c'est-à-dire que toutes les publications sont passées entre ses mains. Les Vorträge Studien de la Bibliothèque Warburg à Hambourg, également celui des Studies of the Warburg Institutes à Londres. Elle était une spécialiste du double index, incluant nom de personnes et lieux et notions scientifiques, qui ne fonctionnaient pas seulement comme de simples répertoires. Les deux types de termes étaient couplés de manière à faire apparaître des relations entre auteur et concept qui n'étaient pas forcément explicites dans le texte du volume. Ces détails d'édition dans lesquels elle déployait une inventivité de maître constituent une dimension tout à fait négligée de la tradition warburgienne et pourtant caractéristique de l'ensemble des publications et éditions de Gertrude Bing. Dans la mesure où la production de la bibliothèque et de l'Institut fut éminemment collective, presque tous les volumes publiés là-bas sont passés entre les mains de Bing. Mais de certains ouvrages, comme les Lectures de Sachs, publiés en 1957, l'édition de la traduction du Picatrix en 1962, qui faisait suite à l'édition arabe de 1932 et avait été un souhait personnel de Warburg, ou encore le légendaire et collectif Saturn and Melancholy, publié en 1964, il faut dire qu'il n'aurait jamais vu le jour sans son soutien et ses soins continus, parfois sur des décennies. Après la mort de Sachs en 1948, alors que l'égyptologue et historien des religions néerlandais Henry Frankfurt était devenu le directeur de l'Institut, Bing développa une large correspondance pour rétablir les échanges avec une Europe en reconstruction, de même qu'avec l'Amérique du Nord. Parmi les correspondants internationaux, on peut nommer Delio et Emma Cantimori en Italie, Maya Shapiro et Erwin Panofsky aux États-Unis, Raymond Klibanski au Canada, Ernst Robert Curtius en Allemagne, André Chastel en France. Souvent, cette correspondance prenait la suite de celle de Sachs, comme ce fut le cas avec Chastel entre 1954 et 1960. Nous avons des lettres ici, les nachats de Bing. Si elle félicitait à l'occasion Chastel pour sa nomination à l'Institut d'art et d'archéologie de la Sorbonne, il est surtout question dans leurs lettres de colloques, recensions, publications en cours, mais aussi de résidences possibles de chercheurs français à l'Institut. Un séjour éventuel de Robert Klein fut évoqué dès 1957, ou encore, comme ici, de la possibilité de traduire et de publier en français l'une des conférences de Sachs qu'elle avait éditée. Ça ne s'est jamais fait. Toute l'ampleur et la qualité du réseau de l'Institut Warburg résonnent à travers ces milliers, probablement ces dizaines de milliers de lettres à caractère scientifique auxquelles Bing donnait toujours un ton personnel et qui constituent aussi une forme d'œuvre. Mais c'est en Italie que les échanges furent les plus intenses. Dès 1955, elle rencontre en Italie des éditeurs pour leur proposer des traductions italiennes de deux des publications de l'Institut. L'une d'elles était Les Écrits de Warburg, qui parurent en 1966 dans une édition spécifique, La Rinascita del Paganesimo Antico, avec l'édition italienne des conférences de Sachs sous le titre La Storia delle Immagini, accompagnée de son portrait intellectuel de la main de Bing, puis celle de Saturne et la Melanconia, dont elle avait organisé le contrat dès 1949, on touche à l'importance de l'impact de son engagement en Italie, qui éclaire aussi la précocité et l'intensité de la réception warburgienne dès les années 60 dans ce pays. En février 1955, à la suite de la mort inattendue de Francfort l'année précédente, elle devint la directrice en titre de l'Institut Warburg et professeure d'histoire de la tradition classique à l'Université de Londres. Une parenthèse, un poste qu'elle n'aurait jamais obtenu en Allemagne à cette époque-là.
en tant que femme, outre l'accueil toujours personnel des chercheurs invités, le suivi d'une correspondance démesurée et de nombreuses séries de publications, la réalisation la plus durable de son directorat fut le déménagement en 1958 de l'Institut dans le bâtiment sur Woburn Square, qui est resté jusqu'à aujourd'hui le site de la bibliothèque. Par ailleurs, Bing recommença dans ces années-là à nouer des contacts avec les institutions allemandes. Dès 1955, elle fut élue membre du comité consultatif du Deutsches Kunsthistorisches Institut de Florence et prit part à ses réunions à Hambourg et Cologne. C'est une invitation à intervenir à la Kunsthalle de Hambourg en 1958 pour la réexposition du buste de Warburg, qui fut le prélude à un projet de biographie intellectuelle qui allait prendre forme au cours des dernières années de sa vie. Bing dut prendre sa retraite en juillet 1959, fut remplacé à la direction de l'Institut par Gombrich, d'origine viennoise et qui n'avait jamais connu Warburg, qui la conserva jusqu'en 1976 et donna à l'Institut une orientation différente de la ligne tracée par son fondateur. Nommé membre honoraire du Warburg, Bing continua à suivre les publications et 8 volumes au moins sont parus ensuite encore sous sa responsabilité. Mais c'est sans avoir pu achever son dernier objectif d'une biographie intellectuelle de Warburg qui devait inclure une analyse de son mode d'expression scientifique, qu'elle est décédée au début de l'été 64. Les mots du rapport annuel de l'Institut, tout comme la nécrologie parue dans le journal of the Warburg Institute, font sentir l'émotion suscitée par sa perte. Il rappelle, ça a été souligné, l'élément de continuité qu'elle avait incarné pendant 42 ans et son engagement essentiel, bien le plus souvent anonyme pour l'Institut, la pertinence de ses critiques toujours constructives, de même que son dévouement particulier à la bibliothèque dans laquelle elle voyait la meilleure expression des buts et de l'esprit de Warburg. Mais il ne faut pas oublier qu'elle avait intimement partagé cette fidélité aux idéaux warburgiens pendant plus de 20 ans avec Fritz Sachs, auquel elle avait consacré un grand essai rétrospectif qui est en même temps une histoire, sans doute la meilleure, de la bibliothèque Warburg. Je souhaite laisser le dernier mot à Carlo Ginzburg, qui a été témoin des dernières années de Gertrude Bing lors de ses premiers séjours au Warburg Institute dans les années 60, et nous a fait l'amitié d'avoir préfacé l'édition des fragments sur Abi Warburg que nous avons publié. Donc, ce projet inachevé de biographie intellectuelle fut repris par Ernst Gombrich en témoignage de sa gratitude envers Gertrude Bing. Ce grand historien de l'art viennois le mena à son terme avec un savoir extraordinaire, mais une sympathie intellectuelle limitée pour celui qui faisait l'objet de la biographie. Toutefois, contre les intentions de Gombrich, ce livre déclencha une véritable Warburg renaissance qui s'est poursuivie sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Ainsi pourrait-on dire que de manière tortueuse et imprévisible, le projet de Gertrude Bing a été porté à bonne fin. Haben sua fata libelli. Merci. Merci beaucoup, Philippe Despois, pour cette lumineuse présentation effectivement cette direction collective de la bibliothèque de l'Institut Warburg. Alors, entre-temps, on a perdu nos intervenants à distance. J'espère qu'on va rétablir Laura. Voilà. Et donc, en attendant qu'effectivement on rétablisse le contact, et notamment pour le prochain panel, et bien du coup, on a la place et le temps pour un moment de questions-réponses. Voilà, on espère qu'on va les retrouver très vite. Oui. Mais voilà, on va commencer avec quelques questions avant de les retrouver. Merci beaucoup pour cette présentation. Et malheureusement, en fait, c'était une question qui s'accrochait à votre présentation, mais qui s'adressait aussi à Laura. Donc peut-être qu'on pourra poursuivre tout à l'heure. Vous avez montré cette lettre de Warburg à son frère, où il parle de cette Erschütterung, de cet ébranlement que provoque
Alors, en lui, la rencontre avec la nouvelle génération. Or, on a beaucoup parlé en fait d'un effet presque fusionnel, de complémentarité dans les travaux qui font que Bing est perçue, en tout cas, comme la porteuse de l'héritage de Warburg, etc. Mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet effet de Aschotterung, de ce qui a pu aussi ébranler Warburg et du coup détacher un peu ces branches du bâton de sourcier? Oui, j'espère que Laura pourra aussi intervenir. Je pense qu'il faut s'inscrire en faux contre l'affirmation de Gombrich d'une identification complète. Bien évidemment, elle portait la tradition Warburg à Londres. Fusionnelle, elle a fait ses armes en histoire de l'art avec Warburg lui-même. C'est-à-dire que, bien évidemment, dans les années italiennes, le dialogue est extrêmement serré. Elle apprend le langage de Warburg, elle apprend à penser comme lui. Mais ce qui est très important ici, je crois, c'est à nouveau la question des disciplines. C'est-à-dire qu'elle a une formation de philosophe et de littéraire. Elle est passée par Cassirer, c'est-à-dire qu'elle apporte aussi dans la discussion, et ce n'est pas un hasard si c'est elle qui trouve la clé dans la lecture de Giordano Bruno. Je pense qu'on a beaucoup sous-estimé, c'est en train de revenir maintenant dans la recherche, l'influence, l'impact très important qu'a eu la pensée de Cassirer, et donc Bing était dans cette ligne-là, sur les dernières années de Warburg, donc, y compris sur la façon de comprendre le rapport entre la pensée philosophique et les images. Et donc le travail sur Giordano Bruno, qu'il n'a pas achevé et qui était co-porté par Bing, aurait été certainement un travail dans cette direction. Cassirer pensait, qui est quand même probablement le premier philosophe allemand à avoir ajouté des images dans ses textes philosophiques, pensait que seul Warburg pouvait avoir la clé de Giordano Bruno précisément dans ce double rapport. Donc moi, ce que je vois plutôt qu'un rapport fusionnel, y compris au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est un rapport de complémentarité. Et même de plus en plus, quand on arrive dans les années 30, 40, 50, de distance. Bing n'a aucun problème de dire que Warburg s'est trompé sur tel et tel point de détail. Par contre, ce qu'elle essaye toujours de mettre en avant, c'est quelle était véritablement la méthode, qu'est-ce qu'on peut en garder. Donc, je crois qu'il faut réviser notre jugement là-dessus. Et la deuxième partie de sa lettre qui parle de cette confrontation à une nouvelle génération, est-ce que cette question aussi de la distance générationnelle, est-ce que vous avez des éléments qui permettent aussi au-delà de Bing comme passeuse de Cassirer vers le système warburgien, qu'est-ce qui se passe en fait entre ces deux générations qui ébranlent Warburg? La nature de l'ébranlement n'est pas forcément très claire. Warburg a recherché, même s'il a enseigné assez tard, a recherché toujours la présence des étudiants, des doctorants. Donc il avait un besoin, y compris de travailler avec des jeunes. Je pense que le saut de génération entre sa propre formation dans les années 60, 70 et celui de quelqu'un qui avait été formé juste après la Première Guerre mondiale, je crois que probablement la césure, c'est la Première Guerre mondiale. Je suppose qu'il n'y a pas de choses explicites à ce sujet-là, mais puis le fait aussi, peut-être quelque chose que je pourrais rajouter, c'est que Warburg a une relation intellectuelle très forte, pas seulement avec Bing, il l'a aussi avec sa propre femme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'évolution de Warburg si on n'y prend en même temps toute la correspondance avec Mary Warburg, qui est une artiste, entre autres. Donc il y a aussi cette inscription-là qui est tout à fait importante. Mais on a un changement de génération entre la relation intellectuelle avec Mary et la relation intellectuelle avec Bing. On est vraiment à une génération de distance. Bing avait à peu près l'âge du fils aîné de Max Adolf, du fils aîné de Warburg.
Merci. Merci pour ces deux communications que j'ai trouvées tout à fait passionnantes et dans lesquelles j'ai beaucoup appris. Je voudrais faire juste une petite remarque, un complément. La chose était sans doute implicite dans la communication de Laura Tack. La thèse de Gertrude Bing, évidemment, je ne l'ai pas lue, mais elle porte notamment sur une pièce de Lessing, Emilia Galotti, qui évidemment est tout sauf indifférente. C'est-à-dire que je me permets de le préciser. Nos deux collègues qui viennent de faire une communication le savent, mais peut-être que ici l'auditoire ne le sait pas. Emilia Galotti, c'est une pièce dont la trame contient des histoires de portraits. Emilia Galotti tourne autour d'un prince qui discute avec un peintre au sujet d'une copie d'un tableau qui représente une femme. Et le prince tombe amoureux de cette femme dont il voit le portrait. Et effectivement, cette histoire de mer agitée du destin des personnages dans cette pièce tourne autour de cette histoire de portrait, de l'histoire amoureuse qui s'y noue, et du désir irrépressible qui est celui du prince, auquel Emilia Galotti décide de résister, préférant mourir que de céder à l'amour irrépressible du prince. Bon. Du coup, effectivement, il y a une chose qui me paraît très intéressante, au-delà du thème du destin, c'est une histoire d'images, du pouvoir des images et des passions qui déferlent chez les personnages autour de la vision d'un portrait. C'est une chose en tout cas qui est très 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 intéressante de savoir que l'œuvre de Gertrude Bing tourne autour d'une pièce qui contient de la manière la plus vive quelque chose qui parle des images, des portraits et du pouvoir, en quelque sorte, du pouvoir des images. Bon. Et j'aimerais effectivement peut-être que l'un et l'autre vous reveniez précisément sur cette question d'Emilia Galotti chez Gertrude Bing. Est-ce qu'on la retrouve ensuite, au-delà de la thèse, chez Warburg, chez d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des développements ultérieurs? Ça, c'est une première chose sur laquelle je voulais peut-être vous interroger. La deuxième chose, on aimerait en savoir plus. Dire que vous avez évidemment très très bien documenté la relation entre Warburg et Bing. Et il y a évidemment une pièce qui est tout à fait passionnante, c'est le journal du voyage en Italie. On aimerait en savoir un peu plus sur Fritz Axel. Je reste un petit peu sur ma faim, sur la relation entre Fritz Axel et Gertrude Bing. Dans votre texte, dans l'édition de Gertrude Bing, vous revenez sur cette relation en montrant qu'il y a un jeu, en quelque sorte, de réponse, hein, d'un texte à l'autre, hein, entre Gertrude Bing et Fritz Axel. J'aimerais en savoir plus d'une manière beaucoup plus concrète. Est-ce qu'il y a des échanges croisés, des correspondances communes? Est-ce qu'on en sait plus de leur vie étrange où ils se retrouvaient sur le même lieu de travail et dans la matière privée, ils cohabitaient dans deux maisons mitoyennes, voisines et qui communiquaient? Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Je laisse la parole d'abord à Laura et puis je la promets. Laura, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, merci pour ces deux questions. Mais je voudrais demander que je puisse me permettre de répondre en anglais, car I would like to perhaps leave the answer to the second question to Philippe Despois, because that is more closely related to your presentation. I can just briefly remark or say something about the first question about Emilia Galotti, which is indeed or would be a very interesting case study because Warburg himself was very much involved in how to create a certain distance between the interpreter, the art historian, and the art historical object, so the Distanzschaffen. That would be interesting to look further indeed into perhaps Warburg's thoughts about Emilia Galotti. But perhaps it would be just too far to go too much into that part about how Warburg would have looked at Emilia Galotti. I'm not sure. So that's a small remark I would like to make about that first question. So I give the floor back to my colleague. Yeah, thank you, Laura. Oui, merci pour la question.
Ce qui est assez fascinant quand on lit la thèse de Bing, c'est que, bien évidemment, en commun avec Warburg, il y a le personnage central de Lessing, mais dans la thèse de Bing, il n'est jamais question de Laocoon, qui est quand même le texte central pour Warburg. Emilia Galotti n'est pas seulement une histoire de portrait, mais c'est aussi une histoire d'héroïne. Il y a cet aspect-là qui me semble important, mais la pièce la plus décisive sur laquelle termine la thèse, c'est Nathan. Donc, bien évidemment, il y a aussi la question sous-jacente du judaïsme qui est posée là et qui est reliée indirectement aussi Warburg et Bing. Par rapport à Saxl, si on ne voit pas ma photographie que j'ai montrée rapidement tout à l'heure, vous aurez beaucoup de mal, dans tout ce qui est officiel à l'Institut Warburg, vous aurez beaucoup de mal à trouver un portrait commun de Saxl et de Bing. Par contre, on voit toujours Warburg et Bing ensemble. La raison est très simple, c'est une promesse, c'est que quand Warburg a appris le début de relation entre Saxl et Bing, il a essayé de les tenir à distance pour une raison simple, c'est que Saxl était marié. Après la mort de Warburg, on peut dire que les deux ont été liés, enfin, dans la portée de l'héritage. Et tout ce qui se passe par la suite en Angleterre, je pense qu'on peut presque dire que c'est une œuvre commune, même si parfois, la plupart du temps, c'est signé de Saxl. De mon point de vue, j'ai essayé de montrer sur 2-3 points la complémentarité assez frappante dans les études où leurs travaux se croisent. Ce que je constate, c'est que Bing a toujours une perspicacité d'explicitation conceptuelle très forte. Très souvent, elle formule la théorie d'une étude, y compris même de Warburg ou de Saxl. La meilleure réponse que je pourrais faire à ça, en fait, c'est de dire si jamais on se remet à éditer Saxl et Bing, je pense qu'il faudrait les éditer ensemble. Donc ça serait aussi un prolongement de ce qu'on essaye d'expérimenter ici. Je vois très bien comment tel article de Bing et tel lecture de Saxl fonctionne absolument en vase communicant, avec à chaque fois des aspects différents et complémentaires. Et comment là le dialogue s'instaure dans le détail. Plus technique, si je peux vous demander, c'est dans les Gesammelte Schriften de Warburg. Vous avez évoqué dans votre texte, et vous êtes revenu dans votre communication, sur l'appareil de notes de Gertrude Bing. Est-ce qu'on peut faire... Alors, du coup, ça m'a conduit, avant de venir à ce colloque, à reprendre moi mon édition de Warburg et regarder les notes qui m'avaient déjà saisi. Est-ce qu'on peut faire le partage facilement entre ce qui appartient à Warburg et Bing dans ces notes complémentaires? Oui, on peut facilement, c'est du travail, mais on peut bien évidemment, parce que Bing a repris systématiquement les écrits publiés par Warburg et qui avaient été commentés tout au long de sa vie, c'est-à-dire plus les notes qui pouvaient exister. Donc ça, c'est de la main de Warburg. Et puis, tout ce qui n'est pas de la main de Warburg, c'est de sa main. Donc elle a fait la synthèse, mais surtout, tout ce qui est en plus, c'est sa propre recherche. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un a jamais fait le travail systématiquement, mais en tout cas, c'est tout à fait clair que dans le texte italien sur les costumes théâtrales, que là, il y a 30 pages qui sont de Bing. Et donc, ça, c'est aussi un produit des dialogues qu'elle a pu avoir avec Warburg ultérieurement, etc. Je ne sais pas si Laura a des précisions là-dessus. Peut-être que dans son travail, que malheureusement je ne connais pas encore, elle a peut-être eu l'occasion de travailler plus à fond cette question. Well, if I might just briefly add, the index is really impressive how Gertrude Bing has really tackled the whole subject of conceptualizing a lot of areas of research that would have been
crucial for the further project of the Warburg School, such as, for example, if you look in the Gesammelte Schriften, the index under the title Antike Naleben, then you see a very fine and yeah, it's very detailed. And I think this is the first time that there has been so much detailed attention to that concept of the Naleben within that index. So I think Bing's contribution cannot be underestimated in that respect as well. It's really she really complements the work of Warburg by adding that index to the Gesammelte Schriften. So that's something to keep in mind. Thank you. Merci beaucoup. Alors, comme nous n'avons plus beaucoup de temps, on va arrêter les questions ici pour l'instant. Et nous allons passer donc à la prochaine session, qui est la dernière de la matinée.